toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des frappes dans la profondeur, c'est-à-dire des moyens, missiles et drones, qui permettent d'aller chercher l'ennemi un peu loin, et si possible, là où ça lui fait mal, j'ai le plaisir de recevoir deux habitués du podcast, tous deux chercheurs au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Tout d'abord Héloïse Fayet, bonjour Héloïse. Bonjour Alexandre. Et ensuite Léo Perria-Peigné, bonjour Léo. Bonjour Alexandre. Et vous avez tous les deux signé il y a quelques semaines un focus stratégique de l'IFRI intitulé « Les frappes dans la profondeur », un nouvel outil pour la compétition stratégique qui fait utilement le point à la fois sur l'état de l'art, mais aussi sur le regain d'intérêt, d'investissement et de programme, ici et ailleurs, pour ce type d'armes de longue portée. Alors ensuite, longue portée, on en reparlera, ça dépend de quoi on parle, comment on les lance, pourquoi faire et tout, mais globalement, il s'agit de portées de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de kilomètres, et c'est vraiment un secteur capacitaire qui est à la croisée des chemins, parce qu'il est tiraillé à la fois entre le désir de faire de la masse, notamment à la lumière de la guerre en Ukraine, en même temps aussi de faire du très qualitatif, alors sous plein d'aspects, mais notamment avec l'horizon des missiles hypersoniques, qui est un peu omniprésent pour parler du haut du spectre. Le fait que ce sont des armes plus ou moins différentes selon qu'on les tire de l'air, de la terre ou de la mer, et donc ça fait une panoplie de programmes qui n'ont pas forcément les mêmes chronologies et les mêmes temporalités, mais globalement on peut dire que c'est un domaine vers lequel tout le monde regarde très fort en ce moment, en des temps où on songe à nouveau à des conflits de haute intensité, qui, que l'on regarde en Ukraine, en Asie ou même au Moyen-Orient, ont tous un segment essentiel de frappe dans la profondeur. Voilà, les missiles russes qui frappent des villes et des installations ukrainiennes, c'est des frappes dans la profondeur. Les échanges de frappes entre l'Iran et Israël, c'est des frappes dans la profondeur. Les trucs qui se préparent en Asie pour une éventuelle confrontation sino-américaine, c'est aussi avec des frappes dans la profondeur. Centralité qui, par ailleurs, contraste avec le fait que c'est un secteur où il y a pu y avoir des sous-investissements sur certains segments, en particulier en France, et quand c'est le cas, en général en ce moment, on se bouge pour rattraper ce retard, parce qu'il faut être assez aveugle pour se dire qu'on peut s'en passer si jamais ça pète, et comme chacun sait désormais, c'est de moins en moins improbable. C'est par ailleurs, je termine en disant ça, c'est un sujet un peu compliqué à traiter structurellement dans une discussion comme ça, parce que c'est hyper techos, y compris sur plein de vecteurs qui sont plus ou moins connus dans leur performance ou dans l'état de leur développement technologique. Donc on va essayer de ne pas se perdre là-dedans et de donner surtout un peu un aperçu de ce qui se joue d'un point de vue industriel et stratégique dans ce secteur. Alors pour replacer les choses, j'aurais aimé remonter dans le temps, mais pour une fois, juste un peu, pas trop. C'est-à-dire qu'on peut évidemment remonter très loin au 19e siècle et avant pour parler de l'allongement de la portée des armes, et ce serait absolument infini comme thème de discussion. Mais j'aurais donc voulu parler un peu de l'éclosion du paradigme actuel, qui n'est pas celui de pouvoir aller frapper l'ennemi loin chez lui, ça on sait le faire au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, mais de ce modèle qui est centré autour des missiles. Et surtout autour de missiles qui sont efficaces et précis, et qui peuvent frapper efficacement chez l'ennemi, donc y compris avec des charges conventionnelles, parce qu'on peut signaler qu'avec une ogive thermonucléaire, le besoin de précision millimétrique, il est très relatif. C'est ce que sont les missiles intercontinentaux des années 60, ils sont relativement précis. Mais quand c'est une charge conventionnelle, si on veut avoir de l'effet, il faut être vraiment précis. Et ça, c'est moins ancien qu'on ne pense peut-être, puisque c'est dans les années 80 que, disons, les conditions technologiques de ce modèle-là émergent. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Oui, Héloïse ? Je pense qu'on peut faire remonter en fait la question de la frappe dans la profondeur à la crise des euromissiles, dans les années 80, qui débute en fait par la fabrication par l'Union soviétique des fameux missiles SS-20, qui en fait, grâce à une précision améliorée, peuvent désormais frapper le territoire européen depuis l'Union soviétique. Et donc ça, en fait, c'est une nouveauté par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, où en fait il fallait que les armements soient déployés dans des pays du pacte de Varsovie, ou alors c'était les missiles balistiques intercontinentaux, donc avec une charge nucléaire de très grande ampleur. Donc ces SS-20, ils avaient une charge aussi nucléaire, mais qui pouvait être adaptée et qui pouvait être très faible. Alors, faible, ça dépend évidemment de ce qu'on entend par faible, mais en tout cas quand même plus puissante que Hiroshima. Et c'est quand même ce couplage entre charge nucléaire de faible portée et précision qui fait peur en fait à l'OTAN, aux États-Unis, aux pays européens. Et donc, en fait, qui pousse ensuite les Américains à déployer leur propre système, donc surtout les missiles Pershing et les BGM-109 sur le territoire européen, afin là aussi de pouvoir en fait hold at risk, donc maintenir en fait à risque des positions donc dans les pays du pacte de Varsovie et en Union soviétique. Bon, très vite, ils se rendent compte qu'il y a un potentiel déstabilisateur énorme.
Et donc, c'est ça qui amène aux premières tentatives de régulation des frappes dans la profondeur, enfin des missiles eux-mêmes, et en fait, carrément à l'annulation et à l'interdiction aux États-Unis et en Union soviétique d'une catégorie entière d'armement. Donc les missiles, en fait, tirés depuis le sol, qui ont une portée entre 500 et 5000 km. Donc c'est le fameux traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui était encore en vigueur jusqu'en 2019, et donc qui explique en partie pourquoi aujourd'hui il y a un retard, notamment aux États-Unis, sur ce segment-là. Donc ça fait partie en fait d'une révolution plus large, technologique, stratégique et militaire, donc aux États-Unis, qui s'appelle donc la RMA, la Revolution Military Affairs. Et donc Léo, si tu veux en parler un petit peu. Donc cet aspect de développement d'armes de précision à plus ou moins longue portée va entraîner je pense qu'aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on peut appeler ça une croyance en une supériorité de ce type d'armes qui devrait pouvoir permettre de remporter la victoire dans un conflit qui soit conventionnel ou pas forcément, au moyen de ce type d'armes, en passant par une supériorité aérienne qui permet de les employer. Ça va être un ensemble de doctrines et de réflexions qui vont être développées. Bon, alors je vais pas vraiment l'attendre, mais je pense à la deuxième moitié des années 80, et qui va donc jamais forcément être appliqué pendant la guerre froide, vu que la guerre froide se termine, mais qui va trouver des premières réalisations, et ce qui va être pris pour des confirmations dans les différents conflits des années 90. D'abord donc la guerre de 91 contre l'Irak, qui voit une importante activité de frappe de précision, le plus souvent aéroporté contre l'Irak, mais aussi... Donc ça, disons, ils pilonnent toutes les défenses antiaériennes, mais toutes les défenses, tout le dispositif militaire irakien en 91, et ensuite ça finit par une invasion terrestre, mais qui du coup est facilitée et permise par les frappes de précision auparavant. C'est ça. Donc, sachant qu'il y a cette idée que les frappes d'imprécision ont permis de défaire ce qu'on appelait à l'époque la 4e armée du monde. Bon, c'est très contestable au vu de ce qu'on sait aujourd'hui, mais il y a cette espèce de... Ils avaient beaucoup de chars. Voilà, ils avaient beaucoup de chars, ils avaient beaucoup de choses en fait. Maintenant, est-ce qu'ils savaient s'en servir, est-ce qu'ils savaient se battre? Surtout, ils faisaient face à la 4e armée du monde, faisait face à la première, plus quelques autres du top 10, ce qui rendait les choses peut-être plus faciles. Il aurait fallu voir ce que ça donnait dans un combat à égalité. Maintenant, il va aussi y avoir une question qui va se poser, c'est la profondeur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans un conflit où il n'y a pas forcément de ligne de front? Qu'est-ce que c'est la profondeur dans un conflit où on ne s'engage pas à terre? Tout simplement parce qu'on se dit que si on a la supériorité aérienne, l'arme aérienne doit permettre de soutenir des partenaires au sol ou un engagement extrêmement limité au sol pour parvenir à ses fins politiques. Ça va notamment être le cas dans une partie des conflits dans les Balkans, où l'OTAN intervient, donc contre la Serbie, où là l'idée c'est de parvenir à nos fins sans intervenir au sol et simplement en matraquant les positions et les assets stratégiques et opérationnels serbes depuis les airs. L'impression est que ça fonctionne, puisque le génocide est entre guillemets arrêté, les forces serbes doivent s'arrêter et négocier, donc il y a cette idée que ça fonctionne. Bon, maintenant, la question reste entière. Qu'est-ce que c'est la profondeur, en fait, quand vous n'avez pas de ligne de front, puisque c'est comme ça qu'elle se définit de base? Qu'est-ce que c'est la profondeur quand, de toute façon, l'adversaire n'a pas grand-chose à vous opposer, donc vous pouvez opérer, entre guillemets, à peu près librement dans son espace aérien, ce qui fait qu'il y a une sorte de confiance qui va s'installer, qui va aussi perdurer ensuite on peut peut-être en parler maintenant, les années 2000, avec le début de la guerre contre la terreur, qui là encore, guerre contre la terreur, c'est quoi la profondeur dans la guerre contre la terreur? C'est quoi la profondeur en Afghanistan, où de toute façon il n'y a aucune défense antiaérienne, et où l'invasion se fait assez rapidement, et il y a cette idée de... Parce que la profondeur, le corollaire de profondeur, et pourquoi c'est intéressant d'avoir des choses dans la profondeur, c'est typiquement le conflit ukrainien maintenant, c'est on a une ligne de front plus ou moins étanche, et il faut réussir à trouver un moyen de tricher par rapport à ce blocage tactique, donc aller perturber ce point d'équilibre en, si possible, en tapant des points névralgiques qui vont déstabiliser le front, mais du coup en allant taper en profondeur par rapport au front. Quand il n'y a pas du front ou qu'il est partout, c'est quoi la profondeur? Il y a eu une réponse qui s'est faite pour les Américains, c'était la profondeur, c'est partout sur le globe, tout le temps, etc. On peut aller taper un truc un camp d'entraînement taliban à l'autre bout de la planète en 1 heure. Voilà, ça c'était en tout cas l'idée qui se faisait de la profondeur, c'est par la fulgurance globale, quoi. C'est le programme Conventional Prompt Strike, qui a connu pas mal d'incarnations dans les années 90 et les années 2000, qui est un petit peu tombé en désuétude à la fin des années 2000, début des années 2010, surtout pour des raisons budgétaires, et aussi parce qu'ils se sont rendus compte que dans un contexte de guerre contre la terreur, ils avaient une supériorité aérienne qui rendait pas forcément nécessaire des programmes extrêmement complexes de missiles, alors quasi hypersoniques à l'époque,
avec le PGS, mais on voit qu'aujourd'hui, en fait, les programmes capacitaires américains s'appuient justement sur les idées du Prompt, alors ça a eu pas mal de noms, Conventional Prompt Strike des années 2000. Mais simplement, on peut dire que c'est aussi ce moment, donc fin des années 80, années 90, c'est un moment d'efflorescence. C'est le moment où c'était encore vraiment très important, parce que tous ces trucs-là ont un temps de latence énorme, évidemment, tous ces programmes, ces réflexions capacitaires, mais c'est à la fin des années 80, dans les années 90, que naissent par exemple un objet qu'on connaît très bien maintenant en Ukraine, les HIMARS. C'est ce moment-là où on pense ces missiles tirés depuis un lance-roquette, etc., sur un camion, qui vont aller dans la profondeur relative, mais profondeur de l'ennemi. C'est le moment où les Russes développent leurs gros missiles qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine aussi, les calibres, les Iskander. C'est-à-dire, de ce moment révolution des affaires militaires, donc années 80, puis années 90 où on pensait que ça marchait, c'est quand même le moment de développement de ces gros programmes qui sont encore les trucs qu'on a sur les étagères aujourd'hui, quoi. Et il y a aussi la réaction de ceux qui observent les guerres américaines de ces années-là, et qui se disent il faut donc qu'on développe des moyens de contester la supériorité aérienne, puisque cette supériorité aérienne est la pièce maîtresse de nos adversaires potentiels. Les moyens alloués au développement des S-400 et S-500 éventuellement. Donc ça, qui russes, seront les systèmes de défense anti-aérienne russes qu'ils ont vendus à plein de monde ensuite. Mais ils trouvent leur origine là-dedans. C'est cette idée, on a besoin de ça pour faire face aux Américains, sachant que si vous interrogez Vincent Touret et Dimitri Minik, a priori, ils estiment qu'en fait, les Russes n'ont pas pour objectif de conquérir la supériorité aérienne, parce qu'ils estiment d'en avoir pas les moyens, mais au contraire de pouvoir empêcher l'adversaire de l'acquérir. Ce qui fait que quand vous êtes face à deux adversaires de type soviétique, les deux vont suivre cette logique-là. Ce qui aboutit aussi en partie à ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, avec un blocage où aucun des deux camps n'a la supériorité aérienne, malgré des moyens qui d'un côté sont quand même beaucoup plus importants. Et on voit un échange stratégique en fait très riche entre, enfin, pas des échanges, plutôt des réactions stratégiques très riches justement entre États-Unis et l'Union soviétique dans les années 80-90, où le concept américain de Airland Battle est justement fait ensuite l'objet de réactions soviétiques, où ils travaillent notamment sur l'articulation entre dissuasion nucléaire, dissuasion conventionnelle, les frappes dans la profondeur, la défense antiaérienne et antimissile, et c'est extrêmement riche. Voilà. Alors, donc ça, c'est en gros le paradigme qui a mené aux équipements qu'on a encore aujourd'hui. Mais on est aujourd'hui très clairement à la veille d'une nouvelle ère pour ça, avec un certain nombre de compétiteurs, avec une grande démocratisation et aussi une montée en gamme. L'idée, c'est un peu de faire un tour des capacités contemporaines. Donc là, on a expliqué un peu la genèse, mais qui a quoi et qui est en train de développer quoi aujourd'hui. Et pour ça, alors on peut partir de tout le monde, mais on pourrait partir des États-Unis, d'ailleurs ce serait intéressant, mais les États-Unis en fait se développent aussi beaucoup en réaction à un autre acteur dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Un autre acteur dont on sait qu'il a été incroyablement impressionné par la première guerre du Golfe et que ça a développé une grande partie de sa réflexion stratégique et capacitaire, c'est la Chine. La Chine a regardé de très près ce qui se passait en Irak en 91 et ils en ont développé toute une réflexion sur de quoi ils avaient besoin. Et de quoi ils ont besoin ? Ils ont beaucoup de missiles désormais. Ils ont une très grande panoplie et c'est une panoplie qui est appliquée aux conflits qu'ils pensent pouvoir mener, devoir mener en Asie un jour. C'est-à-dire c'est pas la même chose que les trucs qu'on pense devoir déployer aux quatre coins du monde le cas échéant. Mais aujourd'hui, il semble qu'ils finissent par avoir, disons, un éventail assez complet de missiles haut du spectre, bas du spectre et un peu de toutes les portées. Je sais pas, Héloïse ? Oui, je vais commencer sur le théâtre pacifique et surtout la Chine. Alors, on l'a dit, qui n'a jamais été concerné par les tentatives de régulation des missiles balistiques et des missiles de croisière pendant la guerre froide, qui a un budget de défense ahurissant et donc qui peut effectivement se permettre, désormais, depuis les années 2010, qui a fait de très importants investissements dans le segment des frappes dans la profondeur et dans les doctrines militaires chinoises et les stratégies militaires chinoises qui sont publiées de temps en temps, on voit à quel point justement ces frappes dans la profondeur en fait et la capacité en fait tout simplement de taper les atouts américains donc dans le Pacifique, donc déjà Guam, donc les territoires américains, Guam potentiellement Hawaï, vous avez aussi les bases américaines par exemple dans le sud du Japon, des bases américaines aux Philippines et l'objectif aussi ultime étant de pouvoir détruire en fait des groupes aéronavals
américains dans le Pacifique qui pourraient venir en aide à Taïwan en cas de crise entre la Chine et Taïwan. Et donc en fait... Ça, on peut dire c'est le vieux serpent de mer qui dirige aussi toute la réflexion navale contemporaine. C'est à quoi sert un porte-avions si les Chinois ont des missiles hypersoniques qui peuvent les détruire. On en a parlé plein de fois à ce micro, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça se tape pas facilement, mais en tout cas, le fait est que les Chinois insistent là-dessus, ils insistent aussi sur leur capacité à aller effectivement défoncer les bases américaines dans la région ou en tout cas dès le début du conflit, parce que effectivement les bases américaines, elles ont l'avantage par rapport à un groupe aéronaval tellement moins mobile. C'est ça, et on voit bien qu'en fait, si les Chinois ont certes une panoplie de missiles très longue, très importante, qui va de la courte portée, donc environ 500 km, à de la très longue portée, donc plus de 5000 km, et tout ça potentiellement avec soit une charge conventionnelle, soit une charge nucléaire, donc ce qui augmente en fait l'ambiguïté autour de l'emploi de leurs missiles balistiques et de leurs missiles de croisière. Ils ont quand même d'importantes lacunes, notamment en termes de C2 et d'acquisition de renseignements, d'acquisition de données radar. Et donc, en fait, on ne sait pas s'ils seraient vraiment capables de se servir de leurs missiles d'une façon extrêmement précise. Parce que ça, précisons, c'est encore une fois tout ce qui rend compliqué d'en parler ici comme ça, de ces choses-là, sans avoir accès à des... C'est que tant qu'on s'en sert pas, on ne sait pas exactement ce que ça vaut. Tant qu'on ne s'en sert pas par ailleurs en contexte contesté, parce qu'on peut dire les Chinois des fois ils tirent des trucs autour de Taïwan pour montrer, mais c'est pas exactement la même chose de faire ça et de faire ça dans un conflit. Et par ailleurs, quand c'est une compétence qu'on n'a jamais eue et qu'on essaye d'acquérir, certes à grand renfort de moyens, ça se fait pas tout seul et il faut que ce soit un peu battle proven pour considérer que les portées qui sont plus ou moins déclarées sont valides, quoi. Et puis en plus, l'avantage de la Chine, c'est qu'ils ont un très grand territoire et donc en fait, ils peuvent faire leurs essais de missiles dans leur territoire sans dépasser leurs frontières et donc ils ne sont pas obligés de déclarer leurs essais de missiles comme ça peut être le cas par exemple pour la France ou les États-Unis. Mais en tout cas, donc les Chinois essaient de développer en fait une sorte de triade d'outils de frappe dans la profondeur, donc à la fois du balistique et du croisière en sol-sol. Également aussi une aviation qui alors, est encore... a plus de lacunes, disons, que leur capacité sol-sol, mais qui là aussi est en plein développement, donc potentiellement des frappes air-sol, et puis aussi du mer-mer et du mer-sol, avec leurs sous-marins et leur flotte dure surface. Donc c'est un ensemble en fait qui est extrêmement, extrêmement complet, mais qui quand même en fait souffre, heureusement pour les États-Unis, de lacunes, donc comme je disais, en termes de C2, et puis aussi il y a eu des gros problèmes de corruption. Donc C2 c'est command and control, c'est la capacité à contrôler, à gérer les frappes au cours d'un conflit, quoi. C'est ça. Et puis en plus, si vous ajoutez à ça la dimension politique, en fait, il faut bien se rappeler que c'est l'armée populaire de libération, donc une armée politique, où le poids des commissaires politiques est extrêmement important. Et donc ça ne facilite pas, en fait, la prise d'initiative de la part des opérateurs potentiels de ces systèmes. Et on a vu aussi, donc la plupart, en fait, des systèmes sol-sol sont en dotation dans leur force des roquettes, donc qui utilisent à la fois leurs missiles nucléaires, donc pour les questions de dissuasion nucléaire, et leurs missiles conventionnels, donc pour de la dissuasion conventionnelle. Et il y a eu d'importantes purges et des scandales de corruption l'année dernière, donc en 2023 et 2024, ce qui là aussi pose question en fait quant à la réelle efficacité des frappes dans la profondeur chinoise. Et en parallèle, évidemment, ils développent de très importants systèmes de défense contre une potentielle attaque américaine. Et donc, en réponse, en fait, là aussi, les États-Unis développent des tas de programmes pour pouvoir attaquer en fait la profondeur du territoire chinois en cas de guerre entre la Chine et les États-Unis. Et vous avez aussi donc le Japon et la Corée du Sud qui en développent. Comment est-ce que ça se présente justement pour les Américains, puisque bon, c'est la comment dire. Pacing threat, c'est la menace sur laquelle ils calent leur rythme. Donc on l'a dit, il y a pas un trou dans la raquette, parce que c'est les Américains, ils ont de tout et ça marche bien, etc. Mais en tout cas, ils ont moins investi sur un segment, le segment des missiles intermédiaires, donc 500-5000 km, qui sont globalement ce qu'on entend souvent par les frappes dans la profondeur. Voilà, où est-ce que ça en est, ces programmes-là américains d'une manière générale, et puis aussi ça permet de commencer à aborder aussi le haut du spectre, parce que c'est une dimension importante. Je sais pas qui veut... Oui, alors les systèmes américains, alors même s'ils étaient officiellement contraints sur effectivement un segment d'armement à cause du traité FNI, en réalité
ils développaient déjà en fait des programmes bridés donc à 499 km, donc juste en dessous en fait de la limite des 500 km autorisés par le FNI. Et donc quelques mois après en fait l'expiration, enfin la sortie du FNI par Donald Trump, donc en 2019, ils ont fait des tests des systèmes en fait à plus de 500 km. Donc en fait, ils avaient quand même prévu pas mal de choses, mais vu qu'ils ne pensaient pas en fait dans un premier temps avoir une situation de guerre en fait quasiment symétrique et de guerre de haute intensité par rapport à la Chine, vu qu'ils étaient concentrés, comme on l'a dit, sur la guerre contre la terreur dans les années 2000, ils ont quand même un petit retard avec des systèmes assez datés. Donc le système Attack-MS, ça date quand même du début des années 90. Le Tomahawk, ça commence à vieillir un peu, même s'ils en font des nouvelles versions un peu plus Les Attack-MS récentes. sont connus parce qu'ils ont fini par être livrés à l'Ukraine avec moult réserves, etc. Mais voilà, ce sont ces objets-là, quoi. Oui, tout à fait. Et donc là, en fait, les trois principaux programmes, donc il y a le PRSM, donc le Precision Strike Missile, qui sera du courte moyenne portée, donc à peu près jusqu'à 1000 km, et deux programmes hypersoniques, donc le Long Range Hypersonic Weapon et le Hypersonic Attack Cruise Missile. Et donc deux programmes qui sont encore en cours de développement. Il y a eu des premiers tests et qui sont prévus pour être modulaires, c'est-à-dire avec des déclinaisons au moins pour l'armée de terre. Et pour la marine, l'armée de l'air a aussi son programme de missiles hypersoniques. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans la nouvelle stratégie américaine... C'est le moment de refaire peut-être tout petit truc sur les missiles hypersoniques. Rappelons qu'on n'appelle pas missiles hypersoniques des missiles qui vont au-delà de la vitesse du son, parce qu'il y a énormément de missiles, ils vont, notamment tous les missiles balistiques, c'est déjà au-delà de Mach 5. Et surtout, ce qui distingue un missile hypersonique, c'est la capacité à manœuvrer en phase finale, c'est-à-dire à l'approche, et donc de potentiellement déjouer un certain nombre de défenses antiaériennes. On en a fait des épisodes, un notamment avec David Papalardo. Pour l'instant, disons que c'est aussi un objectif vers lequel tout le monde tend. Pour l'instant, c'est très discutable, très cher, et ça n'a pas un intérêt, en tout cas scalaire, quoi. C'est pas un truc qu'on envisage d'employer massivement dans un futur proche. Effectivement, c'est vraiment une arme qui est conçue en fait quasiment pour des objectifs stratégiques, du signalement stratégique, parce que ça coûte tellement cher qu'on ne pourra pas le produire en masse. Mais ce qui est très intéressant en fait dans la nouvelle stratégie américaine de frappe dans la profondeur, c'est à quel point l'armée de terre américaine s'est réapproprié ce concept-là, un peu pour avoir sa part du gâteau par rapport à l'armée de l'air et à la Navy, avec en fait maintenant des nouvelles formations, donc les multi-domain task force, dont une d'ailleurs est déployée en Europe et les autres sont prévues pour le Pacifique. Et là, c'est vraiment une formation spécifique au sein de l'armée de terre qui rassemble des capacités donc de frappe dans la profondeur, de renseignement et de C2. Et on voit en fait un peu cette même dynamique, on en reparlera en France et dans les pays européens, où les armées de terre se réapproprient donc un segment qui était en fait terrestre dans les années 70-80, parce qu'il y avait justement une ligne de front, et qui est passé plutôt dans le portefeuille, on va dire, de l'armée de l'air dans les années 90-2000, et maintenant qui est vraiment commun aux trois armées, avec évidemment des traitements différents, des systèmes différents, et une conception de la profondeur qui est extrêmement, extrêmement différente. C'est-à-dire que la différence, c'est que la marine, comme l'armée de l'air, pouvait difficilement s'en passer de ces frappes dans la profondeur, des missiles qui aillent chercher très loin, d'autant que ça n'était pas régulé, contrairement aux missiles terrestres. Les Français n'ont jamais été régulés, mais pour les États-Unis et la Russie. Là, c'est simplement que tout le monde se rappelle que c'est... rappelons que les armées de l'air ne se battent pas à coups de canon, contrairement à Top Gun, à ce qu'on voit dans Top Gun. Ça a toujours été des missiles, donc forcément, ces segments-là ont toujours été développés pour les armées de l'air et pour la marine aussi. Peut-être parlons... ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que tout ça vient... comment dire, j'imagine bien qu'on y repensait, mais on y repense aussi beaucoup depuis la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine démontre avec un certain éclat, la nécessité de ces frappes dans la profondeur. C'est le moment de dire peut-être quelque chose des Russes, qui sont traditionnellement forts là-dessus,
qui ont toujours considéré que c'était important, même à l'époque où c'était vraiment la dèche de la dèche, dans les années 90, les programmes y continuaient, et ils ont débouché sur la panoplie très importante qu'ils ont aujourd'hui. Léo ? Encore une fois, pour les Russes, c'est effectivement très important, parce qu'il y a cette idée que s'ils doivent se battre contre l'OTAN, et surtout contre les États-Unis, on va dire, ils ne pourront pas conquérir la supériorité aérienne. Donc ils vont modeler une grosse partie de leur modèle de force sur ce présupposé. Donc ils vont privilégier pour leur aviation des tirs donc stand-off, qui sont donc des tirs de munitions protégés dans leur propre bulle de défense antiaérienne, qui ne les exposent pas, donc ils ont besoin d'armes à plus longue portée. Là où, ça nous a été beaucoup répété par l'armée de l'air française, pour la France, pour l'armée de l'air française, la portée, c'est non seulement la portée de l'arme, mais c'est aussi la portée de l'avion, qui est censé pouvoir pénétrer dans le meilleur des mondes. Parce que nos Rafales, vous les aurez pas, donc on peut se rapprocher plus. Voilà, évidemment. On en reparlera parce que ça a posé quand même beaucoup de questions sur la définition qu'on a dû donner dans cette note. Donc, vers cette idée qu'il faut pouvoir traiter un maximum d'objectifs stratégiques, opératifs et même tactiques en stand-off sans s'exposer. Donc il y a des armes à longue portée qui vont être utilisées pour frapper, par exemple, des sites prioritaires qui vont être les infrastructures portuaires de l'ouest de l'Europe pour empêcher ou ralentir le débarquement de forces américaines. Ça, dans une éventualité de la confrontation avec l'OTAN. C'est très hérité de la guerre froide, mais c'est aussi très influencé par justement cette adhésion américaine au Airland Battle et à la RMA. Vous allez donc ça va être géré par un échelon stratégique, un échelon opératif qui aura donc du 5 à 5000, plutôt du 500 on va dire, kilomètres, qui là va être chargé de traiter donc des postes de commandement, des nœuds de ravitaillement, des assets à haute valeur ajoutée comme des systèmes de défense antiaérienne, pour faciliter toujours cette pénétration. Et in fine, donc un échelon plus tactico-opératif qui là va devoir s'intégrer donc dans ce complexe de reconnaissance foudre, reconnaissance frappe selon les échelons russes, où on va donc avoir des listes d'objectifs aux 3 niveaux, des moyens pour les traiter, et le système de commandement russe doit permettre une adéquation entre les deux. Parce que pour ceux qui suivent ça un peu, c'est des noms qu'on croise évidemment à chaque nouvelle salve de frappe, mais en gros, les très très longue portée, c'est les KH-101, KH-55. Ça, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Intermédiaire, c'est les calibres et les Kinjal, dont on a beaucoup entendu parler parce que c'est évidemment ceux qui servent à taper les villes et aussi les infrastructures ukrainiennes. Et qui font la chasse aux patriotes. Et qui font la chasse aux batteries de missiles patriotes, donc qui sont là pour la défense antiaérienne. Mais bon, souvent quand on croise ces noms-là, c'est qu'il y a des victimes civiles, plus ou moins. Et ensuite, ces missiles plus proches et qui sont là vraiment pour opérer autour de la ligne de front, c'est les Iskander et les Zircon, qui sont globalement les mêmes missiles, mais qui sont tirés soit depuis la mer, soit depuis la terre. Voilà, et en fait, vous avez beaucoup de encore plus petites choses, mais qui montrent bien cette insistance du feu à longue portée, même à l'échelle tactique, qui vont être donc les Smerch, les Tornado, avec des systèmes peut-être plus destinés à faire plus de masse que les HIMARS américains, qui là vont avoir une idée de traitement unitaire plutôt, pour faire très grossier. Sauf qu'en fait, ce système, très développé, de manière très approfondie, très réfléchie, très théorisée, qui a tenté d'être appliqué un petit peu en Ukraine à partir de 2014, un petit peu en Syrie à partir de 2015. En fait, ce système, il vient un peu se fracasser sur la réalité de l'engagement russe en Ukraine, avec une armée russe qui engage en fait assez vite quasiment tout ce qu'elle a à disposition, parce qu'en fait elle est complètement dépassée par la tournure que prennent les événements. On rappellera que le plan russe de base, c'est un raid qui doit être suivi d'un effondrement de l'État ukrainien et d'une marionnettisation, on va dire, à la Bélarus du pays. Donc là, les Russes se trouvent face à une guerre donc, en haute intensité, face à un adversaire qui ne veut pas se rendre. Et en fait, ils s'aperçoivent que, malgré l'accent qu'ils ont mis sur ces frappes, il y a tellement de cibles à traiter que déjà il y a un engorgement d'informations qui est terrible. Il y a un problème de formation qui de l'aveu même des Russes, remonte assez vite. La troupe n'est pas assez formée, n'est pas assez qualitative pour employer ces outils qui ont été développés pendant des années par des gens très intelligents. Et de manière tout simple, ils n'ont pas assez de munitions. Ce qui fait qu'on va voir arriver assez vite sur le terrain d'autres vecteurs qu'on n'attendait pas. Et là, on va parler des Shahed 136, qui sont donc des drones achetés aux Iraniens, puis ensuite produits en Russie sous le nom de Guéran 2, qui sont des drones. On va encore utiliser le mot drone, on fera le détail après. Mais qui sont donc des drones. Mais ça mentionnons tout de suite qu'il y a une ambiguïté
totale entre un drone et un missile. C'est-à-dire si c'est un drone qui est un one-way attack, si c'est un drone qui a une charge explosive. Mais ça fait pas plaisir aux industriels occidentaux qui disent non, vous ne pouvez pas parler de missiles parce que ce n'est pas assez performant. Donc on va essayer de trouver des concepts et autres qui dénotent qu'on a un problème de définition. Fonctionnellement, c'est un missile très lent et un peu pourri. C'est un V1. C'est un V1 allemand de la Seconde Guerre mondiale, avec quelques bricoles en plus, mais il est très lent, donc il est facile à intercepter, mais il coûte pas très cher, encore que on avait des chiffres de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui s'avèrent quand même être faux aujourd'hui. On pense qu'on est plus au-delà de la centaine de milliers d'euros par unité. Mais l'idée, c'était avoir un vecteur présent en masse, plus facile à développer que des missiles qui sont quand même des objets complexes, notamment dans tout ce qui est moteur et guidage, pour, saturer les défenses adverses, faire planer une menace et massifier les frappes. Puisqu'on n'arrive pas, on a du mal déjà à faire matcher le nombre de cibles et le nombre de projectiles, il va falloir donc diversifier les salves, les panacher, c'est un terme qu'on a essayé de sortir mais qui n'a pas trop plu, donc on l'a abandonné, pour remplir le contrat, tout simplement, opérationnel. De leur côté, les Ukrainiens, héritiers d'une pensée encore très soviétique, ont aussi une culture de frappe dans la profondeur qui est assez développée. Sauf qu'eux, ils n'ont pas de matos. Enfin, comparé à ce qu'avait l'immense panoplie qu'avaient les Russes, c'est pas la même chose. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Donc oui, mais ce que je veux dire, c'est que les calibres, ils vont pas répondre missile calibre ou Kinjal contre missile calibre ou missile Kinjal parce qu'ils les ont pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va les pousser à innover. Et c'est ce qu'on a bien vu, c'est quand on est allé donc en Ukraine cet été, c'était la très grande diversité, avec des gens qui vont développer des missiles drones, des drones missiles, des munitions one-way, de différents types, qui permettent d'avoir des résultats assez impressionnants. La nuit dernière, donc la nuit du 12 janvier 2025, l'Ukraine a réussi à lancer entre 100 et 200 munitions de différents types, drones, missiles et autres, sur un très grand nombre de cibles en Russie. À Rostov, à Kazan, absolument dans quasiment toute la Russie occidentale, en fait, avec ce genre de système, qu'elle a du mal à scaler, elle a du mal à produire à l'échelle. Là où les Russes, leur avantage, c'est que quand ils ont décidé de quelque chose, ils peuvent produire à l'échelle. L'industrie ukrainienne, qui doit opérer sous bombardement constant, a du mal. Néanmoins, ils y arrivent. Et en fait, ça nous a amené à cette observation qui a en fait drivé à la base la note, qui est cette idée que, en fait, la frappe dans la profondeur, à l'heure actuelle, elle est en voie de se démocratiser, entre guillemets. Puisque c'est devenu relativement simple. Si des geekos peuvent le faire dans un garage, c'est qu'il y a un certain nombre d'autres acteurs qui doivent pouvoir le faire. Voilà, maintenant il faut quand même distinguer, je pense, trois choses différentes. Il y a tout ce qui va être petits drones tactiques, soit suicides, soit bombardiers, qui là sont effectivement faisables dans un garage. Tout ce qui va être munitions à portée opérative jusqu'à 500 à 1000 km, où là il faut quand même une infrastructure un chouïa plus avancée et des compétences qui ne se trouvent pas non plus dans la première cave de Kiev venue. Et ensuite les drones à beaucoup plus longue portée qui là vont pouvoir frapper jusqu'à Kazan ou même jusque sur les bases quasiment arctiques russes, comme c'est arrivé plusieurs fois. Là on est quand même sur des systèmes qui vont requérir un fond de compétences qui est souvent hérité de la période soviétique. Voilà. Puisqu'on en a parlé par la bande en parlant des Shahed adaptés en Guéran, c'est le moment de faire un petit détour peut-être par le Moyen-Orient, parce qu'on peut dire que ça a été une des grosses actualités en termes de frappe dans la profondeur, en tout cas de frappe longue distance de ces derniers mois, c'est notamment en avril, c'est à plusieurs reprises les salves iraniennes contre Israël. Ça, on peut préciser pour... je crois que c'est un titre de DSI, de Joseph Valentin, il avait appelé ça l'Iran puissance aérobalistique il y a quelques semaines, dans un numéro il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur... alors l'Iran, c'est à la fois une grande puissance militaire dans son environnement immédiat, en même temps par rapport à ces très grandes puissances, c'est quand même pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on peut dire de leur capacité, rappelons que l'aviation de chasse, c'est pas exactement ça pour les Iraniens, leur capacité à parler les quelques F-14 qui leur restent encore et qui permettent de ressortir dans le dernier Top Gun, c'est pas une grosse puissance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont développé en termes de frappe à longue distance ? Alors justement, en fait, on peut revenir à la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988, parce que c'est à ce moment-là que l'Iran se rend compte que leur aviation est totalement défaillante, et qu'au face, justement, il y a l'Irak qui est capable, donc c'est le grand moment des missiles Scud,
et en fait d'attaquer des villes iraniennes, et c'est un vrai traumatisme en fait pour l'Iran, cette guerre, donc dans tous les domaines, et notamment le domaine militaire et spécifiquement le domaine des missiles balistiques, où l'Iran va ensuite tout faire pour développer du coup ses propres gammes de missiles, alors souvent en fait des Scud un petit peu réadaptés, et ensuite des développements avec une portée de plus en plus importante, et maintenant on estime que les missiles iraniens avec la plus grande portée, c'est 2500, voire 3000 km, avec dedans la technologie nord-coréenne, syrienne, chinoise, et aussi des technologies européennes qui récupèrent sur le marché noir. Donc un arsenal là aussi très diversifié, alors surtout du balistique, donc courte et moyenne portée, parce que c'est quand même plus facile en fait que du missile de croisière sol-sol, même s'ils ont un petit peu de missiles de croisière. Ça, rappelons la différence. Un missile balistique, c'est un missile qui est évidemment propulsé, mais qui ensuite prend une trajectoire balistique. Trajectoire balistique, c'est quand vous lancez une pierre et qu'elle redescend, c'est une trajectoire balistique avec son inertie et la force de la gravité. Un missile de croisière, c'est un missile qui est propulsé tout le long, ce qui peut le rendre plus manœuvrant, ce qui le rend généralement aussi plus lent, parce qu'un missile balistique, ça va plus vite une fois que c'est sorti des couches basses de l'atmosphère. Un missile de croisière, ça va plus bas, ça peut être plus manœuvrant, et ça peut être c'est aussi plus lent et plus interceptable si c'est pas manœuvré. C'est ça, on va dire les deux missiles ont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Parce que le missile balistique, on sait comment il va redescendre si on a vu la trajectoire. Par contre, ça va très 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 vite. C'est ça. Et donc en fait, c'est plus ou moins facile à intercepter selon les propres capacités en face de l'adversaire. Et puis ils ont aussi pas mal de drones, dont certains ont été effectivement livrés à la Russie pour l'emploi en Ukraine. Alors donc les Iraniens s'étaient notamment servis de leurs missiles donc en 2020. Pour frapper des bases de la coalition occidentale en Irak, donc après l'assassinat du général Soleimani, et ils ont aussi diffusé en fait leur capacité balistique à tout leur réseau donc de l'axe de la résistance au Moyen-Orient, donc que ce soit en Syrie, au Liban, au Yémen, avec en fait on voit qu'ils se sont quand même réservés les capacités les plus performantes, déjà parce qu'ils en ont moins, et parce qu'il y a une portée stratégique qui n'est pas la même selon que vous puissiez taper à 400 km avec un petit missile, on va dire, ou réussir à taper à 2000 km avec un missile plus performant. Mais la véritable révélation, on va dire, des capacités balistiques iraniennes, c'était effectivement donc en avril et en octobre 2024, donc avec deux phases en fait je ne sais pas si on peut vraiment parler de guerre balistique entre Iran et Israël, mais en tout cas d'affrontement et d'échange de salves entre l'Iran et Israël. Donc en avril 2024... C'est intéressant parce qu'il y a vraiment une dimension de démonstration qui est évidente quand on sait, comme le post-mortem a un peu été fait, qu'ils avaient quand même tout à fait diffusé l'information à tout le monde pour éviter qu'il y ait une escalade non contrôlée dans la région. Ça fait un peu penser, j'allais dire, à un salon de l'armement, mais pas tout à fait, mais en tout cas un truc de attention, on va vous démontrer ça, certes ça va tomber et ça risque de vous piquer un peu, mais en tout cas on est en train de vous montrer ce qu'on peut savoir faire, ce à quoi les Israéliens ont d'ailleurs répondu exactement pareil. Alors en avril, on peut dire que c'était effectivement plus une frappe de démonstration, parce qu'il y a eu 15 jours entre donc l'attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas, qui a ensuite poussé les Iraniens à répondre, donc il y avait 15 jours de délai, pas mal effectivement de messages envoyés en précaution, et une salve justement panachée, avec donc des drones assez lents en premier temps, ensuite des missiles de croisière, et l'artillerie lourde, c'est-à-dire des missiles balistiques en dernière phase. Et donc là, en fait, les Israéliens ont intercepté quasiment tout, avec l'aide aussi de partenaires occidentaux, donc surtout les Britanniques, les Américains, et un petit peu les Français quand les missiles sont passés au-dessus de la Jordanie. Sachant peut-être que ce qui est intéressant dans le modèle israélien, tu me corriges si c'est pas bon, mais c'est qu'il me semble que l'idée c'est pas forcément d'intercepter tout, mais c'est d'arriver à discriminer. Ah pardon, vas-y, parce que c'est plus intéressant. Et effectivement, ils savaient en fait que a priori les frappes n'allaient pas causer énormément de dégâts, parce que comme on commençait à l'aborder Léo, les Israéliens ont, je pense, la défense antiaérienne et antimissile la plus performante du monde. Déjà parce que c'est tout petit. Israël vraiment à défendre, et donc c'est beaucoup plus facile de défendre un petit territoire, surtout quand vous y mettez les moyens.
Pardon ? Et il y a un gros désert. Voilà. Et donc si en fait, donc la trajectoire des missiles est complètement traquée en fait par donc le système multicouche israélien, donc le dôme de fer et puis ensuite Front de David et les systèmes Patriot et ensuite la couche Arrow. Et donc en fait, effectivement, s'ils voient que le missile va taper le Negev, donc le désert, le grand désert israélien, ils vont pas dépenser en fait des missiles antimissiles pour les intercepter. D'ailleurs, ça a été extrêmement coûteux. Je crois qu'il y a eu des estimations qui sont sorties à plus d'$1 milliard qui ont estimé en fait le coût de la défense contre l'attaque d'avril, avec notamment en fait des questions de stock qui se sont posées et qui se sont posées encore plus donc en octobre 2024, qui là était plus une réaction à la mort de Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, dans une frappe israélienne au Liban. Et donc là, on a bien vu que le délai était beaucoup plus court. Je crois que l'attaque a eu lieu 3 jours après la mort de Nasrallah, avec quasiment uniquement des missiles balistiques, donc à peu près 180 missiles balistiques si ma mémoire est bonne, et donc là une volonté de nuire qui était peut-être quand même un petit peu plus présente, et là pour le coup il y a vraiment eu en fait déjà un mort, je crois que c'était en Cisjordanie, et des dégâts sur des habitations civiles. Donc oui, une vraie, en fait, l'arsenal balistique iranien fait vraiment partie de sa dissuasion conventionnelle, au même titre en fait que son axe de la résistance, mais qui est un petit peu en train de perdre en puissance. Oui, c'est une manière de le dire. Et puis toujours avec l'idée du nucléaire quand on fait l'appel, désormais, ça va plus vite dans l'axe de la résistance. Mais alors, on peut dire, évidemment, Israël a répondu. Israël a répondu d'ailleurs avec un truc de frappe dans la profondeur qui est très intéressant, puisque eux, ils le font de manière différente. Ils le font de manière aéroportée, parce qu'ils ont des bons avions américains, ils ont des bons missiles américains. Et ils ont frappé, pas beaucoup, mais ils ont frappé très précisément, et des endroits qui envoyait un message extrêmement clair aux Iraniens, qui pouvaient taper aussi juste à côté, ce qui était beaucoup plus emmerdant pour les Iraniens. Notamment la réplique donc israélienne d'octobre a été extrêmement précise, donc sur des sites de défense antimissiles, près de sites de production de missiles balistiques, des sites de production de composants pour un éventuel programme nucléaire iranien, ce qui a montré aussi accessoirement la faiblesse des systèmes S-300 russes qui sont déployés en Iran, et l'excellente capacité d'acquisition de renseignements de la part d'Israël. Et puis après, il y a aussi l'utilisation des missiles balistiques anti-navires par les Houthis. Mais là, du coup, c'est moins des frappes dans la profondeur, c'est plus des frappes de précision. Et enfin, on a donc le gros acteur manquant dont on n'a pas encore parlé dans ce Who's Who de qui a quoi. Non. L'Europe. L'Europe, alors la France, l'Allemagne, on en a beaucoup parlé, oui, si, on en a parlé, puisque c'est les missiles Scalp, Storm Shadow qu'on a livrés aux Ukrainiens, qui sont tout à fait des missiles de frappe dans la profondeur, qu'on a développés, c'est des programmes de l'armée de l'air, c'est pas un hasard, on l'a dit tout à l'heure, il y a une logique à ça, qui est que l'armée de l'air n'a jamais abandonné ce secteur, parce qu'ils ne pouvaient pas, sinon ça sert à rien. Les Taurus aussi en Allemagne, qui ne sont pas exactement les mêmes, dont on parle aussi beaucoup parce qu'ils ne veulent pas les donner aux Ukrainiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en gros de ce que, je ne sais pas si vous voulez commencer par les autres pays ou par la France, mais ce qu'il y a sur étagère, disons, en Europe, sur ce secteur de frappe dans la profondeur. En gros, si on admet qu'il va falloir qu'on monte en puissance là-dessus demain, sur quoi est-ce qu'on bâtit aujourd'hui ? Alors, avant la guerre en Ukraine, en Europe, les frappes dans la profondeur, c'était un domaine que je pense qu'on peut dire de niche, au vu du nombre de vecteurs et de l'attention qui était apportée, qui restait important, mais qui était, c'était une munition spécialisée parmi d'autres. Parce que frappe dans la profondeur, pour que ça marche bien, c'est très technique. Nous, on ne s'est pas positionné sur la masse depuis très longtemps, donc ça coûte très cher, surtout quand on ne s'en sert pas. Voilà. Donc l'armée de l'air en France a donc le missile Scalp, qui est appelé Storm Shadow en Angleterre, qui a une portée supérieure à 250 km, globalement, c'est comme ça qu'on a pu arriver, qui ont donc été livrés en quantité limitée aux Ukrainiens, qui les ont utilisés pendant un certain temps. Maintenant, ils les utilisent peut-être un peu moins parce qu'ils en ont aussi peu, ou ils en ont plus. Ça a été la grande question. De son côté, la Marine nationale... Et ça, c'est des missiles on n'a pas le stock exact, mais en gros, c'est quelques centaines d'exemplaires qu'on avait en stock. On ne sait pas exactement combien on en a donné, combien il nous en reste, mais c'est cet ordre de grandeur. Alors, sur le Scalp, en gros, il y en a une partie assez importante qui a été utilisée en 2011 contre la Libye. Ce qui reste a été modernisé.
Et là, on est sur une idée où il va falloir en recommander pour compléter les stocks parce qu'on en a donné une bonne partie. Et aussi qu'une partie arrivait peut-être en fin de vie. Parce qu'un missile, c'est comme un yaourt, il y a une date de péremption dessus. Maintenant, la Marine nationale française dispose aussi de son propre vecteur de frappe dans la profondeur. Donc le MDCN, qui a un missile beaucoup plus gros, qui est donc un missile mer-sol, qui a une portée voulue jusqu'à 1000 km. Qui peut être tiré par des navires de surface, par des sous-marins, mais qui a un argument, enfin j'en parle parce que c'est un argument de vente en fait pour Naval Group en ce moment, notamment vis-à-vis de pays comme la Pologne, qui cherchent ce genre de vecteur, parce que c'est important pour eux, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais cette idée, voilà, on a ce couple-là en France, qui était perçu comme suffisant. Oui, notamment qui a été utilisé pendant l'opération Hamilton, donc les frappes contre... des installations de production d'armes chimiques en Syrie, donc en 2018, et qui est encore aujourd'hui considéré comme l'exemple de frappe dans la profondeur menée par la France. Intéressant parce que là, on est clairement sur un exemple, donc un truc qui a plusieurs centaines de kilomètres. La Syrie n'est pas à plusieurs centaines de kilomètres de la France et ils sont partis de France. Je me souviens parce qu'un des commandants l'avait raconté à ce micro. Donc, typiquement, on est sur la conception française dont vous parliez tout à l'heure de... Oui, le missile a sa portée, mais c'est aussi parce que nos rafales, ils sont très bons et on peut aller très loin avec, et donc on peut se rapprocher pas mal. Et parce qu'il n'y avait pas grand-chose en face. C'est aussi ça, et c'est là qu'on retombe sur une définition complexe de frappe dans la profondeur. Est-ce que c'est uniquement par rapport à la distance? Est-ce que c'est par rapport aussi à la façon dont le site est protégé, la dimension stratégique du site? Et on peut citer aussi le porte-avions qui permet justement d'aller plus près du site. Mais donc... Ça, c'est le couple français, à peu près la même chose, donc le Storm Shadow, enfin le même missile, le Storm Shadow en Grande-Bretagne. Pour finir sur la France quand même, ouais. Y avait aussi le cousin un peu oublié pour l'armée de terre, qui en fait n'avait pas, l'armée de terre française n'avait pas de capacité de frappe dans la profondeur. Ce qu'elle avait de mieux en termes d'artillerie, on en a parlé dans l'épisode de Noël, c'était donc les lance-roquettes unitaires, qui étaient donc des missiles basés sur un système américain développé en commun avec les Européens à la fin de la guerre froide. Et en gros, après la réforme du début des années 2000, c'était des systèmes qui avaient une précision extrêmement affûtée, qui portaient jusqu'à à peu près 80 km. Mais on n'avait rien de plus. Sachant aussi que ces systèmes-là, ils étaient en fin de vie, leur retraite est prévue pour 2027, et que jusqu'à la LPM de l'an dernier, il n'y avait rien pour les remplacer. Donc, on allait doucement mais sûrement vers une extinction de cette capacité pour l'armée de terre avant la guerre en Ukraine. Ça a été quand même contrebalancé par le réveil européen, qui est vraiment à l'échelle de l'Europe, on était peut-être rapidement presque que les autres Européens ont, mais il y a cette idée que les Européens se sont quand même réveillés sur l'importance de ces capacités-là, a fortiori dans un milieu où il n'est plus si évident que nous parviendrons à obtenir la supériorité aérienne qui est nécessaire pour employer nos frappes dans la profondeur. Pour que nos avions et nos missiles passent. Parce que nos avions et nos missiles ne sont pas spécialement rapides, ne sont pas spécialement furtifs, et face à une défense, notamment russe, plus avancée, ça pourrait être difficile. Il y a toutes les questions de est-ce que les États-Unis seront avec nous? Mais on a vu ce que c'était qu'une guerre où on n'a pas la supériorité aérienne définie. Donc, là, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, voilà. Et la question, si on veut se la poser, c'est si les Ukrainiens avaient des rafales et des scalps, est-ce qu'ils réussiraient à taper ce qui les intéresse côté russe? Et la réponse, elle n'est pas forcément définie. Et voilà, on ne la donnera pas ici, mais voilà. Globalement, au plan européen, dans ce domaine-là, on avait donc effectivement les Britanniques et je crois les Grecs et les Italiens qui avaient donc des scalps Storm Shadow. On avait donc les Allemands et les Espagnols qui ont des Taurus, qui vont notamment sur les Eurofighters, qui sont des missiles présentés comme ayant une plus longue portée que le scalp Storm Shadow, mais bon, présentés comme. Il faut toujours apprendre avec des pincettes. On a aussi une action assez forte de la Turquie dans ce domaine-là, qui développe ses propres systèmes, à la fois des systèmes air-sol et sol-sol, qui doivent encore être démontrés, souvent basés sur les systèmes chinois plus anciens, mais une vraie compétence qui se développe de l'autre côté du Bosphore, on va dire. Vous avez aussi des Tomahawk. Tu veux dire ça Bosphore là-bas? Pardon. C'est la forme en 2025. Ouais, on a des missiles de croisière, donc mer-sol, Tomahawk, qui ont été vendus au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, qui sont là, donc plus de 1000 km de portée. Et enfin, pour tout ce qui va être terrestre, on a cette idée de donc M270, qui est l'ancêtre du HIMARS, qui avait été développé au niveau européen, qui est aussi l'ancêtre de notre LRU, qui là était présent dans un grand nombre d'inventaires, la Grèce, la Finlande, les Pays-Bas un temps, et qui très clairement était en voie d'extinction.
on était déjà souvent sur les systèmes de seconde main, de moins en moins nombreux, et certains de ces systèmes-là étaient en mesure d'utiliser donc des HIMARS, des attaques MS, donc des missiles semi-balistiques. Ouais, semi-balistique, je crois que c'est comme ça qu'on nous a présenté la chose, avec jusqu'à 300 km de portée et différentes têtes pour différents effets. Vous aviez aussi quelques nouveaux venus, donc de la nouvelle génération, on va dire, donc des HIMARS pour le coup, achetés notamment par la Pologne et par la Roumanie, qui donc là sont des systèmes plus modernes avec un petit peu moins d'emport, mais surtout à roues, qui ont fait leurs preuves notamment en Ukraine. Vous avez aussi le nouveau venu qui est israélien, qui est le Pulse, développé par Elbit, il me semble, qui là a été choisi notamment par les Pays-Bas, par le Danemark et par l'Allemagne, très récemment, qui a donc je dis qu'elle achèterait des Europulse pour remplacer ce qu'elle a donné à l'Ukraine. Et vous aviez la France dans le tas qui se disait qu'est-ce que je fais, sachant que il y avait aussi quand même les Polonais, encore eux, qui ont commandé plus de 200 équivalents HIMARS coréens, ce qui fait qu'on est sur un volume assez conséquent. Là où généralement, ce genre de système-là, on en achète entre 20 et 30 quand on a une puissance moyenne en Europe. Donc là, on a une ambition polonaise qui est très forte, d'autant plus qu'ils ont ensuite annoncé qu'ils commandaient jusqu'à 500 HIMARS eux-mêmes. Donc, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis, il faudra voir s'ils se concrétisent, mais il y a vraiment cette idée de réveil européen sur on a besoin de ces systèmes-là parce que on voit les effets que ça a en Ukraine, on n'est pas forcément sûr d'avoir supériorité aérienne pour tout un tas de raisons, soit une défense anti-aérienne adverse trop forte, soit une absence des États-Unis, qui reste quand même important. Et on a vraiment cette montée en puissance. Du côté français, mais donc il y a cette idée de il faut maintenant remplacer nos LRU, donc nos lance-roquettes unitaires, et donc on a eu un débat entre est-ce qu'il faut acheter un système sur étagère, parce que personne ne produit ce système-là en Europe, il faut bien en avoir conscience, à part les Turcs. Donc, est-ce qu'il faut aller acheter un système américain, coréen ou israélien, ou est-ce qu'il fallait développer quelque chose de bien de chez nous ? Pour le moment, c'est cette dernière solution qui a pris le pas, sachant qu'on va finir par devoir développer un système bien de chez nous pour moins de 30 systèmes, sachant que quasiment toute l'Europe a déjà fait ses annonces et ses choix sur ce qu'ils veulent. Donc il n'y aura pas de copains pour mutualiser là-dessus. Alors que c'est quand même quelque chose d'assez coûteux. Donc il y a plusieurs options qui se profilent, c'est dans la note, mais il y a aussi une question plus large de est-ce qu'on ne ferait pas directement un système à plus longue portée ? Oui, et ça c'est en fait la question qui se pose, c'est effectivement est-ce qu'on va directement dans de la portée à plus de 500 km, voire plus de 1000 km, et donc ça c'est notamment le projet ELSA, l'initiative ELSA, donc European Long Range Strike Approach, qui a été lancé par la France donc en printemps 2024. Donc maintenant il y a la France, le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne. Et donc les Pays-Bas pourraient aussi rejoindre l'initiative. Alors, c'est pas extrêmement clair pour le moment, mais l'idée est de favoriser le développement d'un système européen de frappe, du coup, on peut dire dans la très grande profondeur, donc plus de 500, voire plus de 1000 km. Donc là, on n'est pas sur le segment remplacement LRU, on est au-delà, avec... je sais pas l'idée qui peut le plus, peut le moins, mais en tout cas, a priori, c'est quand même pas les mêmes usages. Non, effectivement, ce serait pas du tout les mêmes usages. Et donc, après, il va falloir faire des arbitrages en termes de crédit. Et donc, si c'est l'initiative ELSA qui est privilégiée, dans ce cas-là, il y aura peut-être moins de crédit pour le remplacement des LRU et vice-versa. Donc, l'idéal, évidemment, ce serait de pouvoir avoir les deux. Mais en tout cas, l'initiative ELSA est aussi extrêmement intéressante parce que, on l'a dit, c'est vraiment la démocratisation du fait que, oui, on peut frapper dans la profondeur un territoire adverse, frapper dans la très grande profondeur. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de frapper le territoire russe. Parce qu'aujourd'hui, si éventuellement il y a des déploiements de militaires français ou de militaires otaniens en Ukraine, pour, par exemple, des missions d'assistance ou de formation, et que la base française se fait tirer dessus par des missiles dans la profondeur, des missiles de moyenne portée russes, comment est-ce qu'on répond en fait à cette attaque-là ? Est-ce qu'on répond par un Rafale qui va franchir éventuellement la frontière russe ou s'approcher de la frontière russe pour tirer un scalp, mais qui du coup n'ira pas à plus de 500 km dans la profondeur du territoire russe ? Ou est-ce qu'on développe en fait l'équivalent des missiles russes, mais en européen ? Et donc ça, pour l'instant, il y a deux solutions. Et ça, que ces missiles ELSA, ce seraient des missiles aéroportés ou terrestres ? Non, ce sera alors les solutions qui sont
privilégiés pour le moment, c'est du sol-sol. Et donc en France, il y a 2 projets, en fait, on peut dire concurrents. Donc vous avez un missile de croisière sol-sol donc, qui est porté par MBDA et un missile de balistique, donc sol-sol terrestre, qui est porté plus par ArianeGroup. Et pour l'instant, en fait, on attend que la DGA fasse son choix. Et en fait, les portées stratégiques sont quand même assez importantes, et donc c'est même une décision à très haut niveau, donc au niveau quasiment présidentiel, parce qu'après, il y a des très fortes implications donc, en termes de modèle d'armée, et aussi, et on en revient quand même... Il y en a d'autres, a priori. Si c'est une initiative européenne, c'est pas forcément les Français qui tranchent tout seuls sur... Vu que c'est la France qui a porté l'idée serait qu'en fait les pays européens membres d'ELSA contribuent entre guillemets au pot français et puissent ensuite acheter des matériels. Les autres qui financent. Ça, c'est la vision très française. Hein. On attend de voir parce que je pense que la plupart de nos partenaires ont quand même assez soupé de cette approche-là. Vraiment, c'est le Polonais entre autres. On parle beaucoup de Pologne, mais c'est le contexte qui veut ça. Donc, on verra. La France veut proposer un dérivé du MDCN. Donc le missile de croisière naval. Qui soit plus donc mer-sol, mais sol-sol. Certains disent un MDCN sur un camion. Il est très tôt dans ce programme. On a peu d'informations. On a peu d'informations aussi tout simplement parce que les accords ne sont pas faits. Donc je resterai très prudent. Pour l'instant, c'est une initiative européenne, mais... Bon, ça, de toute façon, on ne va pas faire de la cartomancie sur les programmes d'armement parce que c'est très compliqué. Il y a 1200 variables que personne ne maîtrise, y compris en France. Cela dit, ce qui m'intéresse plus, là, disons, c'est les pistes, puisque on est les pistes notamment technologiques, en tout cas philosophiques. C'est-à-dire, on l'a dit, comment dire, la solution qui est trouvée, par exemple, en Ukraine, mais aussi par l'Iran, c'est des trucs mixtes. C'est-à-dire faire à la fois du haut du spectre et de la saturation avec plein de trucs un peu pourris, pas chers. Ça, il faut... Comment dire ? Est-ce que c'est ça, la philosophie vers laquelle on se tend en Europe ? Est-ce que c'est faire un truc extrêmement puissant, au contraire, enfin extrêmement performant, et avec l'idée qu'on sera plus malin que les défenses antiaériennes russes. Est-ce que parce que ça marche aussi comme ça, l'hypersonique, rappelons-le, c'est une vraie piste, c'est aussi un buzzword, c'est aussi un mot très à la mode qui permet d'avoir des crédits. Quand on dit, comme quand on dit je bosse sur l'IA, hein, ça, non mais les oreilles s'ouvrent et les bourses se délient, parce que c'est identifié comme la technologie d'avenir, à tort ou à raison, plutôt à raison, mais quand même. Mais l'hypersonique, il est assez manifeste, en l'état actuel des choses en tout cas, que ça coûte tellement cher que ça ne répondra jamais aux besoins si on veut vraiment faire une guerre conventionnelle. Ce n'est pas avec des missiles hypersoniques qu'on les fera, en tout cas pas dans les décennies qui viennent, vu le pognon que ça coûte. Donc voilà, en quelque sorte, c'est quoi les pistes aujourd'hui pour maintenir ou réacquérir cette capacité de frappe efficace dans la profondeur? Je pense qu'il faut bien avoir une chose en tête. À la base, le Scalp français, donc le missile air-sol français, il était pensé comme une arme, je dirais pas à tout faire, mais qui devait être d'un niveau de responsabilité, disons, opératif. C'était pas du tactico-tactique, on n'allait pas appuyer les lignes de soldats qui avancent avec ça, on n'allait pas forcément non plus la réserver qu'à des usages quasiment pré-nucléaires, on va dire, mais on devait pouvoir avoir un emploi assez large. Le volume de munitions qui a finalement été acquis, sachant qu'en France on achète assez peu de munitions, il a fait remonter l'usage seulement au cas où il est considéré comme le plus utile, à savoir le cas stratégique. Le Scalp à l'heure actuelle, et le MDCN aussi, je pense, dans une certaine mesure, c'est une arme stratégique. Parce qu'on en a trop peu pour les employer pour des objectifs moins importants que le stratégique, qui sont plus nombreux. Ça veut surtout dire qu'en fait, la décision de tir d'un Scalp est prise à très haut niveau. C'est ça qu'on veut dire en fait par stratégique, et pour des cibles qui ont un impact en fait sur le système politico-militaire de l'adversaire. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne peut pas en fait, tu l'as très bien dit, on doit différencier donc le remplacement des LRU, encore une fois on retourne sur Terre, hein, mais le remplacement des LRU du programme ELSA, parce qu'on ne traite pas la même chose avec ces systèmes-là, et surtout le prix unitaire de la munition fera qu'il n'y aura vraiment pas le même volume. Avoir une munition à relativement longue portée aujourd'hui, c'est plus facile qu'hier, c'est vrai. On peut imaginer des munitions de quasi-saturation, mais disons plus nombreuses qu'avec des armes qui vont à 150, puis 500 km. Mais un missile qui va à 1000 km, c'est pas le même prix. Donc c'est vraiment pas le même volume. Donc c'est une donnée qui est essentielle. Et c'est aussi la question qu'on doit se poser sur est-ce qu'on fait seul ou est-ce qu'on fait avec d'autres. Puisque si on fait avec d'autres, ça sera peut-être plus compliqué à développer, mais la base d'achat sera plus importante. Et donc le coût à l'unité, encore une fois, sera plus limité.
Oui, et surtout, en fait, l'usage qu'on va en faire n'est pas le même, et donc les implications ne sont pas les mêmes. Et pourquoi, en fait, ELSA et l'idée de frappe dans la profondeur portée par la France est tellement, alors je dirais pas révolutionnaire non plus, mais change, en fait... ce qu'on avait vu dans les années précédentes, c'est qu'il y a quand même une dimension potentiellement nucléaire à l'utilisation de frappes dans la profondeur quand vous allez justement taper le territoire d'un adversaire qui est un État doté de l'arme nucléaire. Donc aujourd'hui, la Russie et pour les États-Unis, potentiellement dans quelques années, la Chine. Et ce n'est pas la même chose, effectivement, de taper en fait avec le successeur du LRU de 300 km dans la profondeur du territoire russe que de dire ok, je déploie potentiellement par exemple en Pologne des systèmes de frappe dans la très grande profondeur, donc 1000-1500 km, qui potentiellement peuvent frapper des sites logistiques russes. Et donc là, il y a tout un calcul à faire. Il y a une certaine ambiguïté quand même toujours dans la dissuasion nucléaire. C'est un peu pour ça qu'on interdisait ça. Effectivement, voilà, c'est pour ça que ça a été interdit. C'est parce que quand on commence à déployer ce genre de truc, on boucle le truc, mais c'est la crise des euromissile, c'est-à-dire ça tend tout le monde. Effectivement, et donc là, en fait, la question se pose, est-ce qu'on revient en fait à la période de la crise des euromissiles ? Et je crois que c'était l'été 2024, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient déployer justement des missiles Tomahawk et le missile hypersonique Dark Eagle en Allemagne en 2026. Et donc en fait, quasiment la même chose que ce qu'ils avaient fait dans les années 80 avec les missiles, avec la crise des euromissiles. Le tir du missile Oreshnik, donc le missile russe à portée intermédiaire, a aussi fait beaucoup parler de lui parce que ça rappelle un petit peu cette dynamique-là. Après, il y a quand même des progrès en termes de communication stratégique et de téléphone rouge, entre guillemets, qui ont été faits depuis la guerre froide, mais c'est certain que la grammaire en fait de la dissuasion qu'on connaissait jusqu'à présent, elle est totalement en train d'évoluer, déjà du fait de la guerre en Ukraine et du fait que ce soit un État doté de l'arme nucléaire qui attaque un État non doté et qui conquiert en fait une partie de son territoire, et donc notamment en France, qui est le seul État doté de l'arme nucléaire avec le Royaume-Uni en Europe et au sein de l'OTAN, enfin avec les États-Unis, il y a une vraie réflexion à avoir sur l'articulation justement entre forces conventionnelles, potentiel moyen de frappe conventionnelle dans la profondeur et armes nucléaires. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Et qui suscite parfois encore des tensions au sein des armées, avec du coup, comme on l'a dit, l'armée de terre qui réinvestit vraiment ce segment, mais qui n'a pas forcément la même culture stratégique que la marine et l'armée de l'air, qui sont vraiment deux armées essentiellement nucléaires, étant donné que la marine est construite autour des missions de la dissuasion, et l'armée de l'air a les forces aériennes stratégiques. On peut d'ailleurs se rappeler que c'est les forces aériennes stratégiques qui ont aidé à concevoir le raid, donc Hamilton, sur la Syrie. Donc là aussi, on voit qu'il y a une imbrication très importante entre une sorte d'équilibre à retrouver entre dissuasion nucléaire, frappe dans la profondeur et aussi tout ce qui est défense antimissile. Sachant aussi que, ça pour le coup c'est Loïs qui me l'a appris quand on travaille dessus, mais que les Russes de leur côté ont une approche différente puisque leurs vecteurs, eux, sont duaux. Ils peuvent l'utiliser à la fois pour des missions conventionnelles et pour des missions nucléaires, ce qui rend de notre côté plus difficile la lecture de ces intentions-là. En fait, la France est quasiment la seule à avoir des systèmes strictement conventionnels ou strictement nucléaires, du fait de cette étanchéité qui commence quand même un peu à être contestée entre tout ce qui est du conventionnel et puis ensuite dissuasion nucléaire, alors qu'en fait aux États-Unis on parle de dissuasion intégrée. Les Russes parlent sans problème en fait de dissuasion conventionnelle, de systèmes stratégiques non nucléaires, mais aussi de systèmes nucléaires non stratégiques. Donc il y a une beaucoup plus grande porosité, une sorte d'échelle de l'escalade qu'on n'a pas encore dans le système français, mais qui pourrait évoluer du fait notamment de ce projet ELSA et de la prise de conscience sur la frappe dans la profondeur conventionnelle. Merci beaucoup à tous les deux, Loïs Fayet et Léo Perret-Péniel. Je précisais, il y a un chaînon manquant évidemment de cette émission qui est la défense antimissile, puisque les frappes dans la profondeur ne se comprennent, la capacité de frappe de la profondeur ne se comprend évidemment que rapportée aux défenses de l'adversaire face à ça. C'est vraiment un dossier à part entière. Il y a une initiative, l'European Sky Shield Initiative, il y a des projets, il y a des philosophies, il y a aussi un coup de collier qui a été mis là-dessus. On est déjà sur une émission d'1 heure, on va essayer de ne pas faire 2h30 là-dessus, parce que c'est quand même un sujet technique, mais on en parlera un autre jour, à un autre moment, et de manière vraiment dédiée, parce que voilà, c'est l'autre pan de cette réflexion sur la capacité missile-antimissile, mais je pense que ça vaut le coup d'y consacrer une émission à part entière. Merci beaucoup. Je vais rappeler donc les références de cette étude, de ce focus stratégique.
La frappe dans la profondeur, un nouvel outil pour la compétition stratégique qui est sorti donc en novembre. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon ou de moi ou de l'IFRI ou de n'importe qui, tout comme notes, commentaires et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.